Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos Covitech nouveau numéro, puisque j'ai le plaisir de recevoir Malick Tall, Serigne Malick Tall, entrepreneur dans l'âme et croyez-moi, c'est peu dire, condamné quasiment à devenir entrepreneur très tôt. C'est pourquoi à 35 ans, par la grâce de Dieu, mon invité a créé 14 entreprises, passé par By Feeling au départ avec Mohamed Diallo. Il a eu sa première expérience dans la distribution de produits télécoms jusqu'en 2017. Au nombre de ses réalisations, le lancement d'un marché moderne, les halles du Sénégal. Il s'est jeté dans l'agriculture et même l'élevage avec en 2016 une grosse opération Tabaski sur 1000 moutons. Un rappel important parce qu'il y a la perspective de la Tabaski 2020. En 2017, il décide de se consacrer davantage à une société de distribution digitalisée en fondant l'un des premiers agrégateurs au Sénégal. Serigne Malick Tall, que je remercie infiniment pour avoir accepté d'échanger avec nous et de vous partager son expérience, se frotte aussi au monde bancaire, en tous les cas au monde des fintech, en s'associant notamment avec Diana Brondel, CEO de Khalis. Diana, que l'on salue au passage. Il s'est impliqué aussi et pleinement dans la bancarisation de commerçants issus de l'informel en Afrique, au Sénégal particulièrement. Et pour finir, sachant qu'on ne finit jamais de présenter Malick Tall, il a accepté d'être le directeur commercial de ASA au Sénégal après 2 mois d'intégration seulement, 2 mois d'intégration de la boîte. Nommé directeur commercial Afrique de l'Ouest du leader de la fourniture de devises africaines non bancaires, je disais condamné à l'entrepreneuriat, je n'ai peut-être pas tort. Malick, à qui je donne la parole à présent, est le fils de l'entrepreneur Cheikh Oumar Tidiane Tall. Cheikh Oumar Tidiane Tall qui s'est beaucoup distingué dans l'accompagnement et la création d'entreprises. Lui qui a créé l'agence de développement des petites et moyennes entreprises impliquées, c'est peu dire. Il est à l'origine de la création. Il a également, bien sûr, pris une part active dans la stratégie autour de la pauvreté, le financement de l'entrepreneuriat rural. Malick Tall, hein, j'allais dire El Hadj Malick Tall, hein, mais El Hadj Malick Tall et Serigne Malick Tall, c'est la même chose. Bonjour Malick Tall. Bonjour Ousmane. Bonjour Ousmane. Merci. Merci de m'inviter et merci pour cette introduction très flatteuse. Non, mais je vous en prie, c'est vraiment un plaisir hein, de vous recevoir dans le cadre de nos panels en ligne, les Covitech. Alors, mais racontez-moi comment on peut créer 14 entreprises alors qu'on est âgé que de 35 ans. Autrement dit, on sent un peu de l'accélération dans les choses. Cette énergie, vous la devez à quoi, au papa? En grande partie, oui. Parce que je respecte bien votre père. Vous la devez à qui plutôt, je voulais dire? Mon engagement en tant qu'entrepreneur, il est évident que je la lui dois plus que Mhm, partiellement, mhm, presque entièrement. Je suis né, j'ai grandi dans la création d'entreprise, dans l'accompagnement de la création d'entreprise. mhm, Il a effectivement participé à une série de démarches macro et microéconomiques d'accompagnement de la promotion mhm, de l'entrepreneuriat au mhm. Sénégal et en Afrique. Oui. Et j'ai baigné dans cet environnement étant tout petit jusqu'à aujourd'hui, environnement Mhm, qu'il n'a pas quitté et qui m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que j'ai toujours voulu ressembler à ce monsieur mhm. dont on, dont on ne saurait dire, dont je ne tarirais d'éloge si je devais parler de lui, mais Oui. euh, il faut dire que je ne suis pas objectif. C'est mon père, c'est Ça se normal. comprend, mais bien naturellement. Bien naturellement. Mais dites-moi un peu, c'est important que l'on sache avant d'entrer pleinement dans notre sujet, le sujet de ce jour. Votre papa, naturellement, il n'est pas neutre hein, par rapport à ce que vous faites. Il vous conseille naturellement. Et il vous dit ce qu'il pense un peu de votre parcours, de vos initiatives personnelles. Effectivement, il ne m'a, je devrais dire, il ne nous a jamais quittés parce que je ne suis pas le seul entrepreneur chez Oui. moi. J'ai Mhm. deux frères aussi qui sont entrepreneurs. Et donc, comment je devrais dire ça? Oui. Il ne nous a jamais quittés. Il a souvent investi dans nos business, même quand, parce que dans une vie d'entreprise, il y a des hauts et des bas et les moyens se font rares. Mhm. Il a toujours trouvé le moyen, si ce n'était pas lui, de nous parrainer Mhm. par des relations qu'il avait. Effectivement, son aura nous suit
Mhm. Et il nous a toujours, comment dire, je pense qu'on a une chance particulière, c'est beaucoup Oui. moins de barrières à l'entrée, notamment familiale, que d'autres, Mhm. parce qu'on nous a toujours dit, allez-y, Mhm. allez-y. C'est quelqu'un pour qui l'entrepreneuriat est, je dirais pas une religion, mais presque. C'est un mode de vie, c'est un engagement, Mhm. c'est un choix politique. Mhm. C'est la meilleure manière d'aider son pays, de créer des emplois, de créer de la richesse, Mhm. de réfléchir au développement de pans entiers de la société. Et Mhm. comme vous avez dit, il a participé à la création de la DPME, stratégie de croissance accélérée, de la stratégie de lutte contre la pauvreté, la malnutrition, des stratégies de financement de l'entrepreneuriat rural qui ont donné plus tard les projets AGETIP et aussi les premières mutuelles sénégalaises, Mhm. etc., 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 et bien d'autres choses qu'on ne peut résumer sur ces 50 ans de carrière. Et Oui. j'y ai participé très jeune en tant que stagiaire dans son cabinet qui s'appelle Wow. CP. Mhm. Très jeune parce que j'y allais travailler déjà très jeune. Mhm. Je crois que j'ai eu en sixième déjà, j'étais standardiste au cabinet. Wow. Wow. Et, et puis, oui, et puis donc le virus ne m'a jamais lâché. Le virus ne m'a jamais lâché. Encore petite curiosité du journaliste que je suis. Quand on est fils d'un tel père, après un si beau parcours, après de belles années dans l'entrepreneuriat, de grosses réalisations dans l'entrepreneuriat et globalement l'économie au Sénégal, est-ce que parfois on ne se dit pas de toute façon je ne pourrais pas faire mieux que mon père? Euh, Question difficile. C'est difficile de faire mieux que ses parents. Les Mhm. contextes sont très différents. Et quand dans les années 80, 90, ils arrivent un peu comme des ovnis, Mhm. lui et ses associés, en créant leur premier cabinet conseil à la création d'entreprise qui s'appelait le cabinet ABC à l'époque, Mhm. avant qu'il et le cabinet CEPIC, avec, je crois, Pape Jean Fall et Sayer Sek. Oui, Sayer Sek, d'ailleurs, je crois que oui. c'était ses premiers associés. Quand il décide de faire cette chose, je pense que le contexte est différent. Je pense qu'ils ont beaucoup de mérite et ils ont balisé le terrain pour nous. Je pense que d'autres générations ont suivi, hein, d'autres Mhm. générations d'entrepreneurs plus Mhm. jeunes, jusqu'à plus récemment les Omar Sissé, les Karim Sy, qui ont ouvert un autre pan et chacun a relevé les défis de son temps. Mhm. Je pense que nous, on a des défis qui sont bien à nous et qui sont très lourds à porter et j'espère qu'on arrivera aussi bien qu'eux ou au moins aussi bien qu'eux. Je sais que c'est tout le mal qu'ils nous souhaitent Oui. de faire mieux qu'eux en tout cas à y arriver. Mais c'est vrai que ce sont des profils d'une autre génération et Mhm. dont on se demande s'ils peuvent encore exister. De sa génération ou bien même de la génération d'avant, de ceux qui ont mis en place les organisations patronales, de ceux qui se sont battus contre les mécanismes coloniaux de domination de nos économies, de ceux Mhm. qui ont fait beaucoup de choses. Et effectivement, on ne doit que les admirer. Le Sénégal a une magnifique histoire économique. Mhm, tout à fait. Oui, parce que vous avez fait allusion tout à l'heure, vos années d'écolier, vos années de collégien ou de lycéen. Parlez-nous un peu, c'est important que l'on fasse mieux connaissant, d'autant plus que c'est la première fois que je vous reçois devant une micro, par visioconférence ou devant une caméra. Parlez-nous un peu, Malick Tall, de votre parcours, une spécialisation dans quel domaine exactement? Vous avez étudié à Dakar, c'est bien cela? Oui, j'ai étudié à Dakar, Mhm, donc j'ai commencé, enfin, si je remonte très loin, pour aller vite, j'ai oui. commencé à la Croix-Rouge, Mhm, ensuite au primaire franco-sénégalaise Dial Diop. C'est l'un mhm. des endroits qui m'a forgé en tant qu'homme et OK. qui a forgé aussi le relationnel que j'ai. L'école franco-sénégalaise Dial Diop. Le relationnel que j'ai aujourd'hui, et je remercie mes parents de m'avoir mis dans cet endroit parce que une bonne partie de ce que je suis vient de là. Mhm. Ensuite, j'ai passé quelques années au Mariste, OK. jusqu'en seconde. Mariste, encore une fois, une école assez exceptionnelle et un endroit Mhm. extraordinaire Mhm. où on devient un homme, partiellement en tout cas.
avant de rejoindre le lycée français Jean Mermoz pour faire un bac professionnel, donc en première et en terminale, pour faire un bac professionnel en management tertiaire Wow. et technologie, Mhm. avec une option pour la comptabilité. Mhm. L'équivalent du bac G sénégalais, ça s'appelait le bac Ok. STT à l'époque, Mhm. qui a effectivement évolué aussi, qui est devenu STG et puis autre chose par la suite, Mhm. avant de rejoindre Toulouse, l'université Toulouse Capitole, et donc où j'ai fait 2 ans de sciences économiques avant de rejoindre l'école supérieure de commerce de Toulouse où j'ai fini mon bachelor. Mhm. Donc, la dernière expérience a été la plus marquante. Mhm. Je dois avouer que j'étais un élève plutôt moyen, Mhm. jusqu'à la dernière expérience, où dans un environnement business assumé, où on nous préparait à des vocations, en tout cas, j'ai découvert qui j'étais, ce que Mhm. je voulais faire, Mhm. et j'y ai performé assez décemment, on va dire. Mhm. Et puis, j'ai rejoint le Sénégal après ce bachelor. Histoire un peu cocasse, j'ai rejoint le Sénégal Oui. pour y faire un stage de fin d'études et j'y ai rejoint la première entreprise dont vous avez parlé Mhm. qui constitue aussi ce que je suis devenu aujourd'hui, ma première expérience d'homme d'affaires marquante, Mhm. qui est Bateling, Mhm. où j'ai rejoint Ardo, effectivement, Mohamed Diallo, qu'on Mhm. appelle Ardo affectueusement, Mhm. et puis Alpha Khan, qu'on appelle Tonton aussi affectueusement, Mhm. et avec qui nous avons, pendant 2 ans, construit, en tout cas, participé à construire l'écosystème du e-marketing, en tout cas de la com digitale au Sénégal, et nous Oui. avons fait des bonnes choses. Parti de pas grand-chose, on est arrivé à gérer de très beaux budgets et de très belles campagnes en travaillant de manière très proche avec des acteurs majeurs de la communication ici et en mettant en place des dynamiques digitales pour elles, pour plus Mhm. caractère. On a participé à la gestion de budgets tels que ceux d'Orange, certains budgets des Nations Unies, certains, enfin je ne vais pas citer, mais Oui, oui. oui, voilà. Oui, vous rentrez au Sénégal, vous arrivez dans un environnement qui est particulier ou pas, c'est à vous de nous dire. L'environnement des affaires au Sénégal, vous le trouvez comment? Vous qui avez la chance d'être allé étudier ailleurs pour avoir des éléments de comparaison. Je, 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 je viens et je, je, je pense que enfin, je suis un de ces gamins qui sortent d'une business school, Mhm. une école de commerce, d'une plus ou moins bonne école de commerce. À l'époque, mon école de commerce était classée numéro 1, selon le Financial Times. Oui. Et on arrive toujours avec des gros sabots quand on est un peu jeune, un peu immature et on croit qu'on Mhm. est meilleur. Ce que j'ai trouvé, c'est des choses exceptionnelles, des gens exceptionnels qui font des choses exceptionnelles dans un environnement difficile, mais au Mhm. potentiel énorme. Mhm. Euh, J'arrive au moment où le CETIC est le centre de l'écosystème numérique. Mhm. J'arrive à la fin des années Abdoulaye Wade et quoi qu'on puisse lui reprocher, les 12 ans qu'il a fait au pouvoir représentent un boom économique et la construction d'un certain nombre de fortunes au Sénégal et de réussites entrepreneuriales qui Mhm. sont somme toute remarquables. J'arrive au moment où on a beaucoup de grands frères, beaucoup de tontons, beaucoup de gens qui ont montré la voie et qui ont montré qu'il était possible de construire des entreprises Mhm. pérennes, qui marchent, sustainable. Et j'arrive en me disant, je peux mieux réussir ici que nulle part ailleurs sur Terre. Mhm. Parce que je connais l'environnement, parce que l'environnement est extrêmement demandeur, même s'il y a des difficultés qu'il ne faut pas cacher, Oui, oui. extrêmement demandeur, et qu'avec beaucoup de courage, comme dit un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Atepa Goudiaby, si vous ne voulez pas venir parce que c'est difficile, on n'a pas besoin de vous. Tout à fait. C'est Parce c'est que forcément, c'est des défis qu'il faut relever. exactement, c'est forcément difficile. Et donc, oui, effectivement, c'est un environnement difficile, mais pas plus qu'un autre.
pas plus qu'un autre. On a un marché qui n'est pas petit, contrairement à ce que les gens disent. Notre marché, ce n'est pas le Sénégal, notre marché, c'est l'UEMOA. Oui. Une zone de 200 millions d'âmes, presque, corrigez-moi si j'ai tort. Pas de barrière douanière, une monnaie unique, une langue unique, un système, comment j'allais dire ça, une libre circulation des personnes et des biens, Oui. un système comptable et puis fiscal harmonisé, même s'il y a des efforts à faire. Rien ne m'empêchait à l'époque où on a commencé by Feeling de vendre nos produits au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Et il y avait une demande majeure de nos marchés pour ce qu'on faisait. Et j'étais extrêmement inspiré. Oui, nous reviendrons sur cet aspect intégration économique, intégration digitale, même si on veut le marché numérique africain, nous y reviendrons un peu. Je me souviens, en prenant part au Bamako Digital Days au mois de février dernier, avoir consacré une émission à cette problématique avec plusieurs acteurs que vous connaissez naturellement de l'écosystème. Mais revenons encore au Sénégal, Serigne Malick Tall. Parlons un peu de l'environnement digital, hein, pour parler comme ça. Dernièrement, fin décembre 2019, le Sénégal a enfin adopté son Startup Act, un texte qui a fait beaucoup rêver. En plus de cela, il y a eu d'autres pas. Comment est-ce que vous trouvez un peu ces réalisations, ces acquis? Les industries tech, les industries numériques au Sénégal sont juste exceptionnelles. Mmh. On souffre de certaines petites choses. Mmh. Et je vais commencer par les choses dont on souffre. Nos entreprises ont quelques petits lacs, je ne sais pas comment je peux le dire, quelques petites déficiences en termes de capacité à aller prendre les marchés internationaux, en termes de capacité à se faire financer. Et ça, je ne pense pas que ce soit la faute des entreprises. Je pense que c'est la faute des investisseurs qui ne sont pas au niveau. Je pense qu'ils sont le maillon faible de cette industrie aujourd'hui. Et c'est pour ça que des initiatives comme la DER sont certainement, selon moi, la plus belle initiative qui ait pu arriver à cet environnement. Mais quand je fais une petite rétrospective, quand je suis rentré au Sénégal, le CETIC était le catalyseur de l'économie numérique au Sénégal, le centre. C'est là qu'on retrouvait, ou autour de là, qu'on retrouvait les plus belles entreprises. Et puis, il y en a eu énormément, qui sont encore de très belles entités. Je ne veux pas citer de peur d'oublier, mais d'exceptionnelles entités, avec des hommes d'affaires de grande facture. Ce centre de l'écosystème a bougé un peu, ce catalyseur a bougé un peu, pour être un peu plus disparate, mais c'est reconstitué naturellement autour de ce que j'appelle, moi, l'effet Wikari. Cette start-up spécifique, d'où émanent aujourd'hui un certain nombre de start-up magnifiques, d'initiatives assez exceptionnelles, dont Sen Startup, l'association Sen Startup, qui est une fierté majeure parce que, selon moi, elle est l'une des initiatives syndicalistes patronales, donc de syndicats patronales les plus pertinentes des 20 dernières années. Quand il y a beaucoup de choses à reprocher aux différentes organisations patronales, Wikari qui a catalysé un peu le boom d'un écosystème qui a grandi avec des nouveaux acteurs et qui ont relevé d'autres défis, qui se sont internationalisés. On a commencé à avoir des levées de fonds de plus en plus intéressantes et inspirées justement de ces 3 entrepreneurs qui sont ceux de Wikari et qui n'ont pas arrêté de supporter et d'émuler l'ensemble des entrepreneurs. Ça s'est déplacé encore un peu pour voir une génération encore plus jeune d'entrepreneurs autour de, comment je peux appeler ça, Impact. Impact Hub a représenté pendant un court moment un autre catalyseur, et puis il est encore. Et ensuite, la DER est arrivée et a simplement fait éclore encore plus de potentiel en faisant confiance à des entreprises à qui jusqu'à présent personne d'autre n'avait fait confiance. Et puis aujourd'hui, donc, on a toutes ces dynamiques qui se sont succédées et puis certainement qu'avant moi, il y avait l'environnement dirigé par
2SI, Gaïndé 2000, les initiatives que Karim Sy a eues. Et donc, ce dont on se rend compte, Oui. c'est qu'on crée d'excellentes entreprises. Et on produit des entrepreneurs qui sont bien au niveau de ce qu'on voit quand on voyage un peu en Afrique ou même en Europe ou même aux États-Unis. On voit des gens qui sont extrêmement affûtés et affinés, qui ont de la résilience et qui savent vivre la difficulté. C'est-à-dire, un de mes amis disait, et c'est une phrase que j'aime bien reprendre à mon compte, Oui. vous ne voulez pas d'une armée de soldats qui ne sont jamais allés au feu. Vous voulez de soldats qui connaissent la guerre, donc qui connaissent les difficultés. On a au Sénégal des entrepreneurs qui savent construire d'excellentes choses dans les conditions les plus difficiles qui soient. Ce qui fait que le Sénégal est un gym, ce que j'appelle un gym. Oui. Quand on réussit ici, on explose partout ailleurs. Et c'est pour ça que je pense qu'on est la tête aujourd'hui, et sans aucun, je le dis sans rougir, hein, et sans être humble parce que j'en suis fier. Le Sénégal est à la tête de bien des dynamiques dans les industries numériques en Afrique, tout au moins en Afrique, peut-être pas dans le monde, mais tout au moins en Afrique. Oui, et peut-être que cela vous serez davantage placé, en tout cas mieux placé à le dire pour les prochaines années, parce que ce que vous ne notez pas aussi, c'est que l'ADER va lancer son futur incubateur, hein, c'est pour bientôt, les travaux devraient prendre 18 mois. On a également, fin décembre 2019, le lancement par la ministre de l'économie numérique et des télécoms, Ndeye Tické Ndiaye Diop, lancement du PTN, le parc des technologies numériques de Diamniadio. C'est donc, disons, un très bel avenir digital pour notre pays, pour le Sénégal? Absolument. Et ce qui est magnifique avec toutes ces initiatives, c'est qu'on reproche souvent à une entité comme l'ADER de dire vous n'avez pas de résultats. Je ne peux pas parler de l'ensemble des secteurs. Oui. Pour le secteur numérique, les actions que l'ADER met en place sont assez exceptionnelles. Tout cela parce que c'est construit sur les modèles qui ont construit les meilleurs écosystèmes au monde. Quand on finance des entités, oui, de jeunes entreprises, des PME, des petites entreprises, notamment numériques, dans l'industrie numérique, oui, et que 90 sur 100 meurent, c'est normal. Ce n'est pas grave. Un faible taux de remboursement, c'est normal. Ce n'est pas grave. Le développement de l'entrepreneuriat, et ça c'est un thème qui est cher à mon père et c'est des combats que je reprends et que Sen Startup reprend, et on est parfaitement aligné sur ces choses-là et je les supporte depuis le début. Je ne suis pas assez actif comme membre d'ailleurs, je ne suis pas assez actif et je devrais l'être plus, c'est un reproche que je me fais à moi-même. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le développement de l'entrepreneuriat n'est pas une affaire de banque, pas une affaire de coopération internationale, pas une affaire de... c'est une affaire d'État. Quand on finance des entreprises, on ne peut pas, comme un banquier, se dire combien paye, combien réussissent. Ça, c'est la logique économique court-termiste. Quand on finance le développement de l'entrepreneuriat et que 90% meurent, l'objectif, c'est que les 10% qui restent soient Google, soit Amazon. L'objectif, c'est que pendant le temps qu'elles vivent, le nombre d'emplois créés, le nombre de charges patronales et de prestations payées, pendant le temps que toutes celles-ci vivent. L'objectif, c'est quand elles meurent, ce qu'elles ont appris. L'objectif, c'est le fait que des entrepreneurs aient créé des entreprises qui soient mortes, qui connaissent la douleur, qui connaissent l'échec, qui savent comment on échoue dans certains secteurs, qui savent ce qui ne marche pas. Ces expériences sont des capitaux extraordinaires. Et une fois qu'on les engrange, qu'on capitalise dessus, pour me répéter, on développe une intelligence au sein d'une économie, une intelligence qui n'a pas de valeur. L'objectif, c'est les impôts qui sont générés, c'est les salaires qui sont payés, c'est la richesse qui est générée, c'est l'intelligence et c'est l'intelligence partagée. Aucune autre dynamique
que des dynamiques comme celle de l'ADER ou celle de la DPME plutôt, ou celle du bureau de mise à niveau plutôt, mais qu'il faisait partiellement. Et je pense que l'ADER est l'aboutissement, voilà, mais toutes ces dynamiques, même si le fonds Oui. GIP, le etc., le font aussi. Je pense que l'ADER est l'aboutissement d'une dynamique exceptionnelle. Et je pense que c'est ce que les gens ne voient pas forcément. Même s'il y a de la casse, même si on perd de l'argent à court terme, ce qu'on gagne, c'est des entreprises exceptionnelles. C'est-à-dire, 8 entreprises peuvent mourir. Si PAPS devient le leader de la logistique nationale, si Wikari devient le leader de la logistique internationale, si, j'oublie le nom, Logidou devient la première plateforme d'intermédiation dans la logistique en Afrique de l'Ouest, on a construit, créé des champions d'une chaîne de valeur. C'est ce qui est important. Oui, oui, Malick Tall, Serigne Malick Tall. Maintenant, comment, je sais que l'expression est la préférée du directeur général ou de l'administrateur général de Gaïné 2000, Ibrahim Diagne, Ibrahim Nouri Diagne, qu'on salue au passage. Mais comment arriver au Sénégal à créer des champions nationaux? Parce que j'ai eu un échange avec quelqu'un dernièrement, il me dit, si aujourd'hui Dangote est devenu celui qu'il est devenu au Nigeria, c'est parce que son État, en fait, c'est parce que le Nigeria lui a fait confiance. Comment aujourd'hui arrive-t-on à créer des champions nationaux? C'est une grande question. Et je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'ai quelques idées dessus. Oui. Effectivement, la commande publique est un moyen d'action exceptionnel. C'est le développement de l'entrepreneuriat. C'est d'abord une décision d'État. C'est le rôle d'un État, ce n'est le rôle de personne d'autre, qui dans chaque domaine identifie les acteurs qui sont capables, les accompagne et leur font confiance, assez simplement. Je dis n'importe quoi. Le jour où l'État du Sénégal décide que l'ensemble des dynamiques logistiques qui la concernent seront gérées par une société sénégalaise ou une série de sociétés sénégalaises, cette série de sociétés sénégalaises n'aura absolument plus aucun problème. Ni de marché, parce que le marché existe, ni de capacité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que sont les capacités techniques, commerciales, marketing, financières? C'est-à-dire quand on parle de levée de fonds, capacité financière. Si j'ai un contrat signé par l'État du Sénégal, je lève de l'argent. Je lève de l'argent où je veux, je n'ai aucun problème. Et si je ne suis pas assez bien structuré d'un point de vue organisationnel, je recrute le meilleur CEO qui soit. Pourquoi? Parce que j'ai la capacité de lever de l'argent pour recruter ce CEO. J'ai la capacité d'aller chercher le conseil. Nos petites et moyennes entreprises ont besoin que l'État nous fasse confiance. Maintenant, c'est un dialogue. C'est à nous de prouver à notre État que nous sommes assez engagés, assez citoyens, assez patriotiques pour aujourd'hui prendre ce qu'ils ont à nous donner parce que nous en bénéficions, nous construisons. L'entreprise, c'est aussi un endroit où on construit des fortunes. Nous construisons des fortunes privées. C'est l'objectif aussi, il ne faut pas le cacher. Mais donner aussi la part qu'il nous revient de donner. Et prouver à notre État que nous sommes capables de le faire. Et dans ce sens, encore une fois, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain, le CETIC, l'ADER, le fonds GIP, la DPME, le fonds 6, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont un relais. Ils parlent aux entreprises. Ils parlent aux entrepreneurs. Et ils relaient nos messages. Ils créent la confiance de notre gouvernement ou de nos gouvernants. Et l'ADER tout particulièrement. Je ne sais pas si je devrais dire ça. Une de mes entités a été financée par l'ADER. Et c'était très rare que je vois ça, mais j'ai vu M. Pape Amadou Sarr me dire en comité d'investissement, M. Tall, je veux vous financer, mais j'ai un problème. Je dois donner à autant d'entreprises que possible. Je veux que vous me disiez quel est le minimum d'argent dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous pouvez enlever en toute citoyenneté de ce que vous demandez, de manière à ce que vos
vos pères entrepreneurs Mhm. puissent en bénéficier aussi et que la Mhm. plupart des gens en aient. Ils nous ont poussés à réfléchir en tant que citoyens. Et j'ai rarement vu ça. Euh, j'ai, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît autant les entreprises qui l'accompagnent. Si je dois remercier, on va remercier toute l'équipe, mais Tcherno, etc., etc., etc. Et puis, moi, je suis un fervent supporter de la DER. Et il y participe beaucoup. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est une fois qu'on est champion chez nous, Oui. mais c'est pas champion chez les autres. Comme je vous ai dit, le Sénégal est un gym exceptionnel. On crée des gens qui sont sharp, qui sont bons. Et on est souvent à la tête de beaucoup de choses. On peut aller prendre des marchés ailleurs. Il faut nous accompagner. Un billet d'avion entre Dakar et la Côte d'Ivoire, aller-retour, il coûte 500 000. Si je dois dépenser 500 000 pour aller en Côte d'Ivoire 2 fois dans le mois, c'est difficile. Air Sénégal, qui est notre institution aujourd'hui, mais c'est une dynamique étatique, encore une fois, doit pouvoir nous aider à y aller. Mais c'est des programmes globaux, c'est des programmes de partenariat entre les États où on nous accompagne. Il faut des maisons d'entrepreneurs sénégalais en Côte d'Ivoire, au Mali, au Nigeria. Et il y a énormément d'actions à mettre en place. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais ce sont des exemples. Nous accompagner à être meilleurs chez nous et à capter les marchés ou les business ici, nous accompagner à les capter ailleurs aussi où nous avons la capacité à donner. Oui, mais jusqu'ici, vous me parlez de l'ADER, autrement dit des structures publiques de financement, les investisseurs. Parlez-nous des investisseurs privés. Ils sont très nombreux, bien sûr. Ils sont là, le fonds co-dirigé par Tidjane Dem, par exemple, Teranga Capital avec Olivier Furdel et d'autres acteurs. Quel regard avez-vous un peu sur ces acteurs privés? On n'oublie pas non plus Orange Digital Venture. Ok. Je suis un entrepreneur. C'est très difficile de parler des investisseurs parce que ce sont les gens dont on a le plus besoin. Mais comment dire? Mais vous avez aussi besoin des investisseurs. Chez qui, absolument. Auprès de qui vous levez de l'argent, non? Absolument, absolument, absolument. Je pense que rien que le fait qu'ils existent est assez exceptionnel. 5 ans en arrière, l'écosystème ne comptait pas autant d'investisseurs. Je pense par contre qu'il existe une culture de l'investissement assez partagée en Afrique de l'Ouest francophone et beaucoup de difficultés à, comment je peux dire ça, à accepter un certain nombre de risques qu'on accepte plus facilement dans d'autres marchés. Je pense qu'effectivement, nos marchés font un peu peur, ils sont un peu risqués, il est de notoriété, avis que je ne partage pas, qu'ils sont petits, même si je pense qu'aucun entrepreneur sénégalais ne considère le Sénégal uniquement comme son marché, ce n'est pas viable. Effectivement, je pense que les investisseurs en demandent trop aux entrepreneurs. On ne peut pas demander aux entrepreneurs d'être structurés comme il faut, d'un point de vue organisationnel, d'avoir une équipe comme il faut, donc les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, d'avoir un profil de rentabilité, d'avoir presque un market fit ou un market fit, c'est-à-dire il a le produit, le marché répond, il suffit de mettre le carburant et puis on y va. C'est-à-dire, il a déjà construit la Ferrari, on met juste le carburant dedans et puis on y va. Une fois qu'un entrepreneur a toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'investisseur? Il n'a pas besoin de l'investisseur à ce moment-là. À ce moment-là, il a besoin d'une banque, il a besoin, ou en tout cas pas du type d'investisseur qui est dans notre environnement. Je pense que les conditions d'accès au capital sont encore très difficiles, que nos investisseurs sont encore très frileux,
que leurs investisseurs à eux, il y a encore beaucoup de travail pour, comment je peux dire ça, pour rassurer leurs investisseurs, ceux qui investissent dans les fonds aujourd'hui qui sont présents ici, autour des risques payés, etc. Après, ils ont chacun leur culture, leur philosophie d'investissement, etc. Et puis, ils y restent. Mais je pense aussi que nos entrepreneurs gagneraient à arrêter de regarder les investisseurs qui sont dans nos environnements et à regarder les investisseurs qui sont de l'autre côté, qui sont, enfin, dans le monde entier. Les Chinois aujourd'hui investissent énormément, les investisseurs chinois. Les investisseurs européens sont plus frileux, mais ceux des pays scandinaves sont plus ouverts et nous regardent avec beaucoup plus d'appétit que les investisseurs qui sont là aujourd'hui. Certains investisseurs américains regardent nos environnements avec plus d'appétit, encore une fois, que nos investisseurs qui sont ici. Et je suis au regret de ne pouvoir citer, à part InTouch, de ne pouvoir citer de belles levées de fonds comme on attend, comme on aimerait en voir. Enfin, et j'aimerais voir InTouch aller plus loin d'ailleurs. Et je pense que c'est l'une des rares entreprises qui a compris, je pense, la dynamique dans laquelle elle devait être pour arriver au standard de levée de fonds auquel l'ensemble de nos entreprises aspirent. Je pense que nos investisseurs sont trop frileux. Ils ont encore un peu peur. Ce que je leur dis souvent, c'est pourquoi, c'est-à-dire, quel que soit le risque qui existe dans une entreprise, quel est le risque qu'1 million d'euros ne puisse régler? Un ou deux ou trois, d'ailleurs. Il faut pondérer avec le potentiel. C'est-à-dire, si je suis mal structuré, avec cet argent, je peux mieux me structurer. Si mon produit doit être amélioré, avec cet argent, il peut être amélioré. Si le marché est trop petit, avec cet argent, je peux prospecter de nouveaux marchés. Si ma stratégie doit être améliorée, avec cet argent, elle peut être améliorée. Nous sommes toujours avec Serigne Malick Tall, l'entrepreneur sénégalais qui a créé 14 entreprises en seulement 35 ans et ça nous honore. Nous avons le plaisir de le recevoir pour échanger globalement sur l'actualité du secteur numérique au Sénégal et à l'étranger, mais sur des problématiques qu'il adore particulièrement, les fintech, la banque, l'intégration africaine via le digital, autrement dit un marché numérique africain et bien sûr les startups au Sénégal, l'environnement des affaires et il en a dit un mot, les organisations patronales. À présent, nous allons parler de banque, de fintech. Nous allons reparler d'une startup que vous connaissez très bien, Malick Tall, vous en avez dit un mot, celle de Diana Brondel. Diana Brondel qui en est la fondatrice donc de Khalis, la première néobanque pour les ados. Alors, l'expérience avec Khalis, ça s'est passé comment? Vous l'avez intégré, la startup, comme associé, c'est bien cela? À travers une autre entité, donc aujourd'hui, qui s'appelle Timix, qui est une des actions dont qui est une des entités dont je suis le plus fier dans ma carrière. Certainement, je dis souvent que Timix est le meilleur move de ma vie d'entrepreneur, la meilleure chose que j'ai faite. Je ne gère pas aujourd'hui et je ne suis pas opérationnel. Je suis dirigé par mon partenaire et associé Pape Biram Sen. Et nous avons rencontré Diana à travers une mise en relation par des amis, des conseils, des mentors. Et donc, deux personnes, je pense, une personne l'a recommandé à mon associé et puis une personne l'a recommandé. C'est il y a quelques années. À l'époque, on lançait Timix. Timix, c'était un startup studio. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on voit des belles entreprises et puis on apporte la technologie en échange de parts. Il faut savoir qu'une dynamique technologique dans une startup aujourd'hui, on aime bien, il faut qu'elle soit au standard. Si elle doit être, comment je peux dire ça? Si on veut créer des startups
qui conquiert le monde et l'Afrique, ou au moins l'Afrique de l'Ouest, il faut absolument que nos technologies soient au standard. Nous sommes les champions de la société technologique sans technologie. Oui. C'est l'endroit où on investit le moins d'argent dans nos boîtes. Et Timex est né pour régler ce problème-là. Timex arrive dans les sociétés au moment où elles n'ont pas encore de product market fit, des fois même pas de produit. Oui. Elle développe le produit au moment où elle en a le plus besoin, où la personne a besoin de développer son produit, d'aller sur le marché, de le tester et de corriger ce produit. Et donc, nous avons rencontré Jana dans nos locaux qui, à l'époque, étaient en ville. Elle est venue, elle nous a parlé de ce qu'elle voulait faire. Et puis, c'était un fit immédiat. C'est une entrepreneure exceptionnelle qui sait ce qu'elle veut, où elle va. Une bosseuse comme vous ne pouvez pas imaginer, avec une vision qui était majeure, et elle voulait disrupter, elle était en train de disrupter la bancarisation des enfants de 12 à 17 ans en Europe. Et le défi nous a semblé exceptionnel, et puis on y est allé. Je dois dire que les équipes de Timex ont été très résilientes et exceptionnelles, et Jana a délivré. C'est-à-dire la manière dont Timex, dont Khalis s'est développé aujourd'hui, et puis en France, c'est juste hallucinant, et c'est une inspiration pour moi tous les jours en tant qu'homme d'affaires. Cette femme est une inspiration et un exemple. Nous allons y aller très vite, hein, Malick Tall. Il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble dans ce Covitech que nous vous dédions pour reparler de votre parcours et de vos initiatives en Afrique, au Sénégal particulièrement. Je dis bien l'Afrique, ça tombe bien, c'est un très beau lapsus. Nous allons parler de l'intégration africaine côté marché, côté digital. Je sais que c'est un thème qui vous est très, très cher. Aujourd'hui, comment arriver, justement, vous en avez beaucoup parlé lors de nos échanges là tout à l'heure, comment arriver aujourd'hui à être sénégalais, à bien vendre, par exemple, ses services en Côte d'Ivoire? Autrement dit, cette intégration du marché, comment on peut la réussir? D'abord, il ne faut pas en avoir peur. Il faut y aller. C'est-à-dire, si on arrive et qu'on veut s'implanter comme une grande entreprise qui s'implante dans un nouveau pays, évidemment, il va falloir attendre longtemps. Et on a souvent ce réflexe, ou on fait souvent cette erreur de se dire que nous devons arriver à un certain stade chez nous avant d'aller à l'étranger. C'est une erreur majeure. Ce qu'on va faire à l'étranger va certainement nous permettre d'être encore plus solides chez nous. Effectivement, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi 80% de nos entreprises et startups ne sont pas au Nigeria. Je ne le comprends pas, je veux dire. Et c'est aussi simple que d'y aller. D'aller sur Internet, de chercher un partenaire, de contacter les gens, ou bien d'en chercher plusieurs, de les contacter, d'aller les rencontrer, d'échanger avec eux, de leur dire, voici ce que j'ai, voici mon expérience, voici mon savoir, voici mon intelligence, l'intelligence que j'ai captée, ce que j'ai appris de mon activité, et que je suis capable de vous apporter dans votre marché qui est similaire au nôtre, dans vos économies qui sont similaires aux nôtres, avec des différences d'échelle, certes, mais similaires en termes de construction, en termes de structuration. Et dès qu'on fait cette démarche, ce dont on se rend compte, c'est effectivement on a des choses à donner aux gens, et les gens ont des choses à partager avec nous, du capital. Je donne un exemple. Oui. Une des sociétés dans lesquelles je me suis activé et que j'ai cofondé s'appelle Africaine de Services et de Distribution et dirige la société Payall, donc l'agrégateur de marque Payall. Oui. L'agrégateur de marque Payall a distribué des produits télécom, puis des produits, comment on appelle ça, des produits du porte-monnaie électronique. On transformait les boutiques de quartier en porte-monnaie électronique. Wow. Okay. Ensuite, on transformait les boutiques de quartier en points de retrait de cash-in et de cash-out pour les différents porte-monnaies électroniques de la place. Ensuite, on est arrivé à
paiement de factures et intégration d'autres services. Et ensuite, nous sommes orientés vers la distribution de produits physiques, FMCG. Et ensuite, nous avons essayé de transformer ça en porte-monnaie électronique pour les informels, les boutiquiers de quartier d'abord, les artisans ensuite, etc. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est une plateforme qui pouvait servir aux distributeurs partout en Afrique, parce que quand un boutiquier utilise la plateforme Payolle pour acheter tous ses produits, le grossiste pourrait passer par Payolle. Nous pouvions le vendre aux grossistes, nous pouvions le vendre aux industries telles que Procter & Gamble, telles que Nestlé, etc. Mais pas seulement au Sénégal, partout en Afrique. Et il a suffi qu'on découvre le Nigeria, qu'on découvre la Côte d'Ivoire, qu'on découvre d'autres pays par le prétexte d'un programme de formation qui s'appelle Stanford Seed, que j'ai fait avec mon associé Pape Biram dans le cadre de Payolle, pour y avoir des contacts et découvrir que s'implanter dans ces pays était aussi simple que rencontrer d'autres hommes d'affaires qui avaient des activités et des capacités. Nous avons des activités et des capacités, de la valeur à apporter en intelligence, etc. Même si ce n'est pas de l'argent, il ne faut pas la sous-estimer, il faut la valoriser. Et s'implanter dans ces pays. Et ces dynamiques ont été plus simples à mener et plus lucratives, certainement, enfin, plus lucratives, et l'ont été pour d'autres entrepreneurs sénégalais que je connais, que celles que nous avions au Sénégal. Parce que les marchés sont plus grands, parce que les économies sont plus grandes, parce que les demandes sont plus importantes, etc., etc., etc. Il faut déjà arrêter de se fixer la barrière de « je n'y vais pas » ou « j'irai quand j'aurai cette taille ». Allez-y maintenant. Ça ne demande que d'avoir un partenaire. Oui, allez-y, poursuivez, parce que j'allais vous demander un peu de nous donner peut-être quelques exemples. C'est que vous êtes frotté au marché africain en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, l'expression revient régulièrement. En tant qu'homme d'affaires, ce marché africain, il est comment? On peut y arriver comment? Vous nous avez répondu, mais sur le terrain, comment on arrive à réussir son intégration? Parce que parfois, il peut y avoir des barrières linguistiques. Je pense déjà qu'à partir du moment où on parle anglais, c'est réglé. L'anglais est... Enfin, les barrières linguistiques. Pour parler de ça, si vous parlez anglais, c'est réglé. Aujourd'hui, les gens font du business dans le monde entier, il suffit de parler anglais. Et puis à part ça, Google Translate, c'est-à-dire... aujourd'hui, je m'active dans le bâtiment avec un entrepreneur nigérian qui vend du building automation. On répond à des appels d'offres au Sénégal, entièrement en français. Nos équipes techniques sont au Nigeria. Et puis, Google Translate. Google Translate, on reçoit les appels d'offres, on y répond et on en gagne. On en gagne. Donc, c'est quelque chose d'entièrement possible. Ce n'est pas une barrière réelle. L'autre chose, c'est qu'il faut accepter d'aller découvrir. C'est-à-dire, il faut le partenaire qu'il faut, mais il faut découvrir soi-même. Rien ne vaut le fait de rencontrer quelqu'un et de lui dire « j'ai envie de découvrir tel domaine, telle industrie ». Le jour où j'ai eu envie de découvrir l'industrie de la distribution de produits FMCG, par exemple au Nigeria, j'y suis allé, j'ai pris un bus et j'ai fait le tour du pays. J'ai rencontré des grossistes, je leur ai demandé comment ils achetaient. J'ai pris rendez-vous avec... je n'y ai pas de contact, je n'y connais personne, j'ai des amis, effectivement, parce que j'ai fait un programme de formation où j'ai rencontré d'autres entrepreneurs nigérians, mais j'ai pris un bus. Là. Oui, ça s'arrêtait là. On a pris un bus, on y est allé, on a rencontré des gens, on leur a posé des questions, on leur a présenté ce qu'on faisait, on a discuté avec les gens. Ils nous ont appris quel était leur environnement, quels étaient les gaps. Et on a vu où est-ce que nous pouvions nous insérer, ce dont les gens avaient besoin. Et on leur a simplement proposé. On y est allé une fois ou deux, c'était compliqué de réunir l'argent pour prendre l'avion, y aller régulièrement. Mais on l'a fait. Ensuite, il y a des institutions comme NTF4 qui accompagnent quand vous avez des dynamiques. NTF4 avec Diabel Ndao et Martin Labbé notamment. Exactement, et qui accompagnent les entrepreneurs quand vous avez besoin de ce genre de choses, qui peuvent vous payer des billets d'avion, des formations,
des frais d'hôtel qui peuvent vous les rembourser. La DPME a un programme qui vous finance la prospection à l'étranger dans le cadre du fonds à frais partagés. Donc, c'est possible. Bref, on est gâté. Bref, on est gâté en tant qu'entrepreneur au Sénégal. On est gâté. Il suffit d'y postuler, d'économiser un peu, d'y aller. D'économiser un peu, c'est important parce que, oui. comme on dit en Wolof, ku amul dara ken du la jox dara. Un de mes professeurs disait, quand vous créez quelque chose ou quand vous voulez faire quelque chose, si vous n'avez pas, si vous n'avez rien, qu'aucun de vos parents, membres de votre famille, de vos amis, de vos collègues et de toutes les personnes que vous connaissez sur cette terre n'est prêt à vous donner quelque chose parce qu'il croit en vous ou en votre projet, c'est qu'il y a soit un problème avec vous ou avec votre projet. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est un problème. Dans les deux cas, c'est un problème. Donc, on ne prête qu'aux riches, comme dit le proverbe. On ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. Non, pas qu'aux riches. On ne prête qu'à ceux qui se battent pour apporter quelque chose. Pour changer. Si je dis n'importe quoi, souvent j'entends, je n'ai pas les moyens de créer ma société, il faut 1 million. À l'époque, quand il fallait encore 1 million. Oui. Et puis je disais à la personne, est-ce que vous avez un ordinateur? Il disait oui. Je disais, ça c'est le capital. Est-ce que vous pouvez l'apporter en capital? Vous avez le capital. Est-ce que vous avez du matériel? Je dis n'importe quoi, une télé, une table, une chaise, etc. Apportez-le dans le capital, ça a une valeur. Si vous faites le truc de la somme du matériel dont vous disposez, vous aurez quelque chose. Dans votre entourage, est-ce que vos parents, votre famille, vos oncles, vos tantes, vos amis peuvent se cotiser 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 ou 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 pour vous permettre de commencer? Un site internet, ça ne coûte rien aujourd'hui pour commencer à vendre un produit en ligne. Vous n'avez même pas besoin d'acheter le produit. Créez un site et puis référencez-le. On peut faire un site sur Wix, ça coûte 4 $. Animer une stratégie sur les réseaux sociaux pour se faire connaître avec Hootsuite, ça coûte 5 $, 2 500 francs par mois. Toute personne qui dit qu'elle n'a pas les moyens d'y aller, c'est parce qu'elle ne veut pas y aller. Merci Malik. Alors, nous allons consacrer maintenant les dernières secondes de ce Covitech spécial, disons spécial, plusieurs problématiques en même temps. C'est aujourd'hui, après toutes ces années dans l'entrepreneuriat, vous parlez d'hommes d'affaires, vous êtes très jeune, machallah, comme on dit au Sénégal, juste 35 ans. D'abord, l'avenir, vous l'envisagez comment? Mais surtout, aujourd'hui, si on devait se poser, on fait un arrêt. Aujourd'hui, vous êtes, comment est-ce qu'on doit vous qualifier? Un entrepreneur heureux, épanoui, réjoui, inquiet? Pas inquiet, c'est sûr. Épanoui, oui. Épanoui, oui, absolument. Oui. Homme d'affaires, pas toujours, parce que comme vous avez dit... Pourquoi épanoui? Mais pourquoi épanoui? Épanoui parce que c'est un choix de vie assumé et partagé par mes proches, par mon environnement et mon cadre social. Mes amis, ma famille, mon épouse, mes parents. On a tous des obligations. À partir d'un moment, la vie n'est que la vie et elle vous rattrape forcément. Comme on dit, Adina de beaucoup de temps, elle avance à grands pas. Et on a tous des obligations. Il faut que dans le cadre de nos obligations et dans le cadre de nos vies à chacun, en tant qu'homme d'affaires, si on veut être épanoui, on fasse le choix de nos bonheurs et de nos souffrances. On fasse le choix de nos souffrances et qu'on fasse le choix aussi, et que nos proches fassent le choix de souffrir avec nous nos décisions difficiles. Quand on a une épouse et qu'on est entrepreneur et que c'est difficile, il faut qu'elle l'ait accepté, sinon c'est compliqué. Et madame l'accepte très bien. Oui, elle l'accepte. C'est pas évident tous les jours. Hein. Après, moi, j'ai de la chance. Aujourd'hui, on a réglé un certain nombre on a réglé un certain nombre de préalables. Et puis, voilà. Et puis, quand c'est difficile, j'ai la chance d'avoir
encore une fois, des entités qui me font confiance. Comme vous dites, je travaille pour ASA. Je ne suis pas qu'entrepreneur, je suis aussi employé. Je suis directeur commercial Afrique de l'Ouest, qui est une position qui me donne un confort. Enfin, je le dis, en étant à l'aise. Hein, et ça vous donne une sécurité un peu. Ça me donne une sécurité aujourd'hui. C'est une sécurité que je n'ai pas toujours eue. Mais il faut s'assurer, en tout cas, qu'avec sa famille, on est raccord. Il faut s'assurer qu'avec ses proches, on est raccord. Et qu'on l'accepte. Quand on ne l'accepte pas, ou quand sa famille ne l'accepte pas, c'est toujours un peu difficile. Ensuite, comme vous dites, j'ai créé 14 entreprises, j'ai fait faillite 9 fois. Wow. C'est faillite, c'est-à-dire 9 entreprises qui n'existent plus. On a perdu de l'argent. Et j'ai fait faillite avec des associés, avec de la famille. J'ai entrepris avec mon père, on a perdu. Et puis, vous savez, quand on perd et qu'on gagne, quand on a perdu et qu'on a gagné, on relativise tout. On a une autre expression que j'aime bien, c'est une expression que j'ai prise de mon grand-père qui était médecin, qui disait je ne soigne pas, je prescris et Dieu décide de soigner ou pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que moi je fais, c'est que je me bats pour des causes auxquelles je crois et parce que je suis profondément croyant, je ne veux pas en faire un étendard. Hein, je suis pas, il me reste beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là aussi et je dois m'améliorer en tant qu'humain. Il faut, dans ce domaine-là, celui de la foi, il faut simplement croire qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on a ce que le bon Dieu a bien voulu, ce dont le bon Dieu a bien voulu nous faire grâce. Allez, un dernier mot, El Hadj Malick Tall, Serigne Malick Tall. L'avenir, vous l'envisagez comment? Mais vraiment, ce n'est pas pour développer, hein, très rapidement, avec l'efficacité d'un entrepreneur dans la réponse. Oui, beaucoup de gens vous diront que ce n'est pas mon fort d'être concis, mais je vais essayer. Non, non, vous êtes très concis, sauf que là, on est à la fin de ce panel, enfin de ce Covitech. Absolument. En amont, je suis très fier d'être un homme d'affaires sénégalais. Je suis très fier d'appartenir à l'écosystème sénégalais. Je suis très fier de ce qui se fait autant dans le public que dans le privé pour nous appuyer. L'une des choses dont je suis le plus fier et dont je ne fais pas assez partie, c'est Sen Startup. J'en suis au stade où, effectivement, aujourd'hui, j'ai encore 4 entreprises où je possède de la valeur. Je me dirige vers une autre initiative entrepreneuriale sous peu. J'appréhende une nouvelle étape de ma vie d'homme d'affaires vers la holding, mais je suis fier d'être un homme d'affaires sénégalais, africain, patriote, et de faire partie de Sen Startup. Ça, c'est une des choses dont je suis le plus fier, parce que les défis que nous relevons ensemble sont immenses. Et nous avons été très fiers de vous recevoir, Serigne Malick Tall, dans nos Covitech. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, même très jeune, vous avez pu mettre en place énormément d'entreprises au Sénégal. Vous avez appris de vos échecs et c'est parce qu'on apprend toujours de ces échecs que c'est d'ailleurs pas vraiment considéré comme des échecs, mais c'est plutôt des leçons qu'on tire de son expérience, de ce que l'on fait au quotidien pour mieux rebondir. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et puis, on se dit à très bientôt où nous allons vous recevoir de nouveau parce que les problématiques avec vous, elles sont infinies simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, très humblement, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt, j'espère. Merci pour le travail que vous effectuez, Ousmane. On essaie de jouer notre partition simplement au niveau du Sénégal. On ne vous remercie pas assez, je pense. Mais je vous l'ai dit et je vous le redis. Merci beaucoup encore une fois. Merci, Serigne Malick Tall. Et puis, à très bientôt.